Alors, aujourd'hui, on va vous parler des élections professionnelles. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le CSE a été créé par les ordonnances Macron de septembre 2017 et les ordonnances avaient laissé aux entreprises jusqu'au 1er janvier 2020 pour mettre en place leur CSE. De nombreuses entreprises ont anticipé cette échéance et statistiquement, la majorité des CSE ont été mis en place au cours de l'année 2019. Donc 2019-2023, ça fait 4 ans, c'est la durée habituelle des mandats. Donc 2023 sera une année électorale pour de nombreuses entreprises. Voilà pourquoi on va évoquer la question des élections professionnelles dans ce webinaire. Alors on va le décomposer en 4 parties. On va d'abord voir avec vous les bonnes questions à se poser en amont de l'organisation des élections. On traitera ensuite des avantages et des inconvénients du vote électronique et du vote par correspondance. On verra ensuite dans un troisième temps avec Steven les erreurs les plus fréquentes que l'on constate lorsque l'on conseille les entreprises. Donc, on va vous donner les tips pour éviter ces écueils. Et puis enfin, de façon plus rapide, on verra comment il faut préparer la première réunion du CSE post-organisation des élections. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Première question à se poser, c'est quand faut-il organiser les élections? Là, on va enfoncer une porte ouverte. Le seuil pour organiser, le seuil légal d'organisation du CSE, c'est 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Donc, c'est bien 12 mois consécutifs, c'est-à-dire que c'est une appréciation au mois le mois des effectifs et non pas une moyenne sur l'année. Ce qui veut dire, pour être précis, que si vous avez employé 11 salariés pendant 11 mois consécutifs et que le 12e mois, vous redescendez à 10, par exemple, eh bien, on redémarre à zéro les compteurs. Et cette appréciation des effectifs, elle doit se faire en ce qu'on appelle ETP, équivalent temps plein. C'est-à-dire que si vous avez un salarié en CDI à temps complet, pas de souci, il compte pour une unité. Mais si vous avez des CDD ou des temps partiels, il va falloir les proratiser. Comment on fait? C'est très simple. Vous avez la formule de calcul que vous retrouvez en bas du slide. Donc, pour les CDD, vous prenez le nombre de CDD dans l'entreprise, vous le multipliez par la durée prévue au contrat et vous le divisez par 12, le nombre de mois dans l'année. Et pour les salariés à temps partiel, même chose, sauf que ici, on prend la durée du travail prévu au contrat ou la durée réelle si elle est différente, si le salarié effectue régulièrement des heures complémentaires, et vous le divisez par la durée légale ou la durée conventionnelle de travail applicable dans l'entreprise si elle est différente. Ici, on a pris la durée légale, 35 heures, et ça vous donne donc l'équivalent temps plein. À noter également que vous ne devez pas prendre en compte certains salariés, notamment les salariés qui remplacent des collaborateurs qui sont eux-mêmes absents par rapport, par exemple, à des arrêts maladie. Pourquoi? Parce que les salariés absents en arrêt maladie continuent à être comptabilisés dans les effectifs. Donc, si vous comptabilisez également les salariés qui les remplacent, vous comptabiliserez 2 fois le même emploi. Alors, ça, c'est pour savoir quand faut-il organiser les élections initiales du CSE. Mais il y a également un point qu'il ne faut pas oublier, c'est l'organisation des élections partielles. Une fois que vous avez mis en place votre CSE, il peut arriver qu'en 4 ans, il y ait des départs d'élus titulaires. Ces départs, en principe, vont être remplacés par les suppléants. Mais si à un moment donné, vous n'avez plus suffisamment de suppléants pour remplacer les élus titulaires, vous allez avoir des sièges vacants. Et n'oubliez pas, disposition d'ordre public, que si à plus de 6 mois de l'expiration des mandats, vous avez un collège qui n'est plus du tout représenté au CSE ou que vous avez votre nombre de titulaires qui se réduit de moitié ou plus, vous avez l'obligation d'organiser des élections partielles. Et comment on organise ces élections? On reprend le PAP, le protocole d'accord préélectoral des élections d'origine. Donc, vous n'avez pas, et je vais même plus loin, vous ne devez pas redémarrer le processus électoral, réinviter les syndicats intéressés à la négociation du PAP. Non, vous reprenez votre protocole d'accord d'origine. Alors, une fois qu'on sait quand organiser les élections, deuxième question, combien de membres faut-il élire? Là, c'est très simple. Vous regardez le code du travail. En fonction des effectifs de l'entreprise, vous avez le nombre d'élus à élire et les heures de délégation afférentes. Notez néanmoins une chose, c'est que ce sont des dispositions dites supplétives.
C'est-à-dire que dans votre protocole d'accord préélectoral, vous pouvez tout à fait modifier à la hausse, bien sûr, mais également à la baisse, le nombre de sièges au CSE. Il y a en revanche une règle que vous devrez respecter, c'est que le total des heures de délégation doit rester équivalent. C'est-à-dire que ça va être au moins le minimum qui est prévu par le code. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si vous venez diminuer dans votre PAP le nombre de sièges au CSE, pour autant que vous ayez un accord sur la question, vous ne pouvez pas toucher au total des heures de délégation. Et donc, mécaniquement, chaque élu aura plus d'heures individuellement que les heures qu'il aurait eues en principe si vous n'aviez pas touché au nombre de sièges. Alors ensuite, on va aborder une question, c'est faut-il mettre en place des établissements distincts? Cette problématique, elle va concerner surtout les entreprises d'au moins 50 salariés, parce que c'est en tout cas dans ce cadre-là que le Code du travail envisage la mise en place des établissements distincts. Et les établissements distincts, c'est essentiel parce que qui dit établissement distinct dit CSE d'établissement. Et donc, plus vous avez d'établissements distincts, plus vous allez avoir d'élus et plus les élections professionnelles vont être complexes à mettre en place. Comment on définit un établissement distinct? Usuellement, un établissement distinct, c'est une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu importe tant que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations. Alors, une fois qu'on a dit ça, généralement, les deux critères qui sont retenus pour le découpage de l'entreprise en établissements distincts, c'est l'autonomie de gestion du directeur du site en matière de représentation du personnel, en matière de gestion du personnel, et l'implantation géographique. Mais si vous définissez les établissements distincts par accord collectif, ce sont des critères indicatifs. Vous pouvez avoir un découpage en fonction de critères qui vont être définis par accord collectif. Ça peut être en fonction, par exemple, des filières métiers de l'entreprise, en fonction des business units, en fonction des secteurs d'activité. On peut tout imaginer. Ça a été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt récent du 1er février 2023. La Cour de cassation a confirmé que par accord collectif, les partenaires sociaux peuvent obtenir la définition qu'ils souhaitent des établissements distincts dès lors que cela n'a pas pour effet de priver de représentation une partie des salariés. Et je précise deux choses, c'est que généralement, quand on parle d'établissement distinct, on pense qu'un établissement distinct, c'est un seul site. C'est pas forcément vrai. Vous pouvez avoir tout à fait un établissement distinct qui va regrouper des sites différents. On a avec Steven un client dans la logistique pour lequel l'an dernier, on a revu le découpage de l'entreprise par zone géographique, qui correspond grosso modo à des régions. Et donc, vous avez la région sud-est, la région sud-ouest, la région Grand Nord. Chaque région constitue un établissement distinct et regroupe plusieurs sites différents. Parce qu'on a considéré que ça faisait sens par rapport à la population de salariés, par rapport à la proximité géographique et par rapport au fait qu'il y avait un directeur régional qui chapeautait l'ensemble de ces sites. Mais vous pouvez, à l'inverse, avoir deux établissements distincts au sein d'un seul et même site. Je reprends un exemple d'un client que l'on a à Villeneuve-la-Garenne, avec au sein du même immeuble, à la fois la partie préparation de commandes et la partie administrative. Eh bien, on a reconnu deux établissements distincts sur ce même site, parce que nous sommes sur deux populations de collaborateurs différents, que l'on a un directeur de la logistique, un directeur administratif, et donc on a considéré là encore que ça faisait sens qu'ils aient une représentation du personnel au niveau local qui est spécifique. Donc on peut tout envisager, hein, c'est le sens de la carte de France que vous avez ici, avec donc un établissement distinct qui va regrouper plusieurs sites ou un établissement distinct qui constitue un seul et même site. Alors, comment on reconnaît les établissements distincts? On va les reconnaître par accord collectif, prioritairement. C'est-à-dire que si vous avez des délégués syndicaux, c'est avec eux que vous allez définir le découpage de l'entreprise en établissements distincts. Si vous n'avez pas de délégués syndicaux, ça va être avec les élus titulaires au CSE. Et je précise une chose, c'est que ce découpage, il doit être négocié avant l'organisation du processus électoral, c'est-à-dire avant la négociation du PAP. Et si vous n'avez pas d'accord, dans ce cas-là, vous pouvez le faire par décision unilatérale de l'employeur. À noter également une chose extrêmement importante qui est souvent oubliée de la part des entreprises,
c'est que le ministère du Travail considère que l'obligation d'engager une négociation sur le découpage de l'entreprise en établissements distincts concerne toutes les sociétés, du moins toutes les sociétés d'au moins 50 salariés, y compris celles qui sont monocytes. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un seul site, vous êtes une entreprise avec tous les salariés regroupés par exemple sur Paris, vous ne pouvez pas engager directement la négociation du PAP en disant j'ai qu'un seul site, forcément j'ai pas d'établissement distinct. Non, 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 non. Il faut obligatoirement en amont négocier le découpage en établissement distinct. Alors ça va très probablement aboutir au fait qu'il n'y a pas d'établissement distinct, mais si vous n'engagez pas cette négociation, eh bien vous risquez d'avoir une remise en cause de votre processus électoral. Autre question, faut-il mettre en place des représentants de proximité? Alors, les représentants de proximité, ce sont, pour dire les choses simplement, des ersatz de délégués du personnel. Vous savez que les délégués du personnel ont été supprimés par les ordonnances Macron et qu'à l'époque, les syndicats ont eu peur que cela éloigne la représentation du personnel. Surtout que dans le même temps, on a revu les conditions de reconnaissance des établissements distincts. Donc, en signe de compensation, on a permis la création de représentants de proximité, qui, comme leur nom l'indique, sont des élus le plus proche du terrain. Mais les représentants de proximité, ce sont des représentants du personnel qui sont mis en place de façon facultative. C'est-à-dire que c'est dans un accord d'entreprise qui va, comme l'accord sur les établissements distincts, être préalable au protocole d'accord préélectoral, que vous allez décider si oui ou non vous mettez en place des représentants de proximité. Vous allez décider leur existence, vous allez décider leurs conditions de désignation. Est-ce que ce sont des élus au CSE ou est-ce que ce sont des salariés lambda qui sont désignés par le CSE, leur nombre, leur implantation, leurs prérogatives, leurs créditeurs, etc., etc. Tout est sujet à la négociation. Alors, les représentants de proximité, il y a eu un succès qui est très relatif. Un rapport est paru il y a quelque temps sur le bilan des ordonnances Macron et il nous a appris que 3/4 des accords collectifs de mise en place des représentants de proximité concernent des entreprises de plus de 300 salariés. Et on peut voir deux intérêts à la mise en place de représentants de proximité. Premier cas de figure, si vous êtes une entreprise qui n'a pas reconnu l'établissement distinct, mais que vous avez des sites partout en France, vous êtes par exemple dans le secteur de l'immobilier, vous avez juste votre CSE d'entreprise, mais vous avez ensuite des agences immobilières réparties partout en France qui ne constituent pas des établissements distincts, ça peut faire sens dans ce cas-là que les agences qui ont une certaine taille critique aient des représentants de proximité en leur sein. Ou alors, si vous avez décidé, comme notre client dans la logistique, de découper votre entreprise par zone et qu'un établissement distinct regroupe plusieurs sites, vous pouvez vous retrouver, comme dans le schéma en haut, à avoir en fait des sites qui font partie d'un établissement distinct plus global, qui ne vont pas avoir d'élus, parce que potentiellement, tous vos élus au sein d'une même zone vont relever du même site. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez prévoir en amont que les sites qui ne vont pas être couverts par des élus seront dotés en représentants de proximité. Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. On y répondra à la fin de la présentation, mais on les note bien au fur et à mesure. Autre question, faut-il mettre en place une C2SCT? Alors, la C2SCT, c'est, pour dire les choses très simplement, l'ancien CHSCT. Je dis les choses très simplement parce que ça ressemble plus vraiment au CHSCT et c'est même plus une instance à part entière. À la différence des représentants de proximité, notez tout d'abord une première chose, c'est que c'est pas forcément sur la base du volontariat. Si vous avez au moins 300 salariés dans votre entreprise et si vous avez des établissements distincts d'au moins 300 salariés, vous avez l'obligation de mettre en place une C2SCT. Et même si cette condition d'effectif n'est pas remplie, mais que l'inspecteur du travail vous impose de le faire en raison, par exemple, de la nature de vos activités, si vous avez des installations nucléaires, par exemple, il peut y avoir d'autres secteurs d'activité concernés, vous avez l'obligation de mettre en place une C2SCT. Alors, à quoi ça sert la C2SCT? Ça sert à aider le CSE dans la gestion des questions de santé, sécurité et des conditions de travail. La C2SCT, elle va, par exemple, préparer en amont les sujets qui vont être soumis au CSE. Elle va, par des travaux préparatoires, faciliter les délibérations ultérieures du CSE. Et
pour dire les choses de façon beaucoup plus concrète, quelles sont les prérogatives de la C2SCT? Eh bien, tout cela va dépendre de l'accord de mise en place du C2SCT, puisque c'est dans l'accord de mise en place que l'on va définir ce que la C2SCT va faire très précisément, avec deux limites. C'est que tout ce qui est attribution consultative du CSE ne peut pas être dévolu au C2SCT. Donc, s'il y a un avis à rendre, eh bien, ce n'est pas la C2SCT qui va rendre cet avis, c'est le CSE. Et par ricochet, puisque la C2SCT ne rend pas d'avis, eh bien, elle ne peut pas décider le recours à une expertise. Ça relève de la seule prérogative du CSE. Mais sinon, c'est donc par accord collectif d'entreprise que l'on va déterminer les prérogatives. Si vous n'avez pas de délégué syndical dans l'entreprise, ça va être par accord avec le CSE. Et si vous n'avez pas eu d'accord, eh bien, ça sera à défaut dans le règlement intérieur du CSE que vous allez mettre en place après les élections professionnelles. Donc, toutes les entreprises qui ont, par exemple, l'obligation de mettre en place une C2SCT par rapport aux conditions d'effectif, si vous n'avez pas eu d'accord, il faut impérativement traiter la question dans votre règlement intérieur du CSE. Et alors, très rapidement, notez qu'en termes de composition de la C2SCT, vous n'avez pas une marge de manœuvre totale, puisque la C2SCT, elle va obligatoirement être composée de membres élus du CSE, et ce sont les membres du CSE qui désignent les représentants du CSE à la C2SCT. Il faut qu'il y ait au minimum 3 représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, et la C2SCT va être présidée par l'employeur ou son représentant. Et vous avez également des personnes qui doivent obligatoirement être invitées aux réunions de la C2SCT. Donc là, on retrouve à peu près les mêmes personnes que pour feu le CHSCT, c'est-à-dire le médecin du travail, le responsable interne des services de sécurité des conditions de travail, l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on va arriver à la question des collèges électoraux. Là, dans le PAP, vous allez devoir déterminer le nombre et la composition des collèges électoraux. Alors, si vous êtes dans une entreprise de 11 à 24 salariés, pas de difficulté, vous allez pouvoir mettre en place un collège unique. Tous les salariés sont regroupés au sein d'un même collège. Sinon, vous allez avoir le premier collège, qui regroupe les ouvriers et les employés, le second collège, qui regroupe les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés. Et si vous avez au moins 25 cadres dans l'entreprise, eh bien, obligatoirement, un troisième collège qui leur est spécifique. À noter que vous pouvez modifier le nombre et la composition des collèges dans votre protocole d'accord préélectoral, mais il vous faut un accord unanime des syndicats représentatifs dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un délégué syndical qui ne répond pas à l'invitation à négocier ou qui refuse de signer l'accord, eh bien, vous ne pouvez pas toucher au nombre et à la composition des collèges électoraux. Sinon, ça peut avoir un intérêt pour, par exemple, mettre en place un collège unique ou, à l'inverse, mettre en place des collèges supplémentaires. Je vous donne un exemple. Eh bien, souvent, dans les compagnies aériennes, on prévoit un collège électoral spécifique pour le personnel navigant. Parce qu'on considère qu'au-delà de la répartition par catégorie professionnelle, eh bien, le personnel navigant est une population de salariés qui a des conditions de travail spécifiques, qui a des réclamations spécifiques, et donc que ça fait sens de les regrouper au sein d'un collège dédié. Alors, une fois qu'on a déterminé le nombre des collèges électoraux, que l'on a réparti les salariés dans les collèges, va se poser la question de comment on répartit les sièges à attribuer au sein de chaque collège. Alors, c'est une répartition qui va être proportionnelle à l'effectif de chaque collège et au nombre de sièges à pourvoir. Avec deux règles. La première qui est obligatoire, c'est que vous devez avoir au moins un siège de titulaire par collège. Vous ne pouvez pas avoir un collège qui existe mais qui ne sera pas représenté. Et que s'il reste des sièges à répartir, une fois que vous avez fait une répartition proportionnelle aux effectifs, eh bien, l'administration nous recommande, là, ça ne figure pas dans le Code du travail, c'est une recommandation, d'utiliser ce que l'on appelle la méthode du plus fort reste. Alors, ça veut dire quoi, ce terme un peu barbare? On vous a mis un exemple ici. On est dans une entreprise de 150 salariés. On a un premier collège qui regroupe 90 collaborateurs et un second collège qui en regroupe 60. Le nombre de représentants à élire par rapport à l'effectif est de 6 titulaires. On va tout d'abord calculer ce qu'on appelle le quotient théorique.
Très simple, vous prenez le nombre de salariés, vous le divisez par le nombre de sièges à distribuer, vous avez votre quotient théorique. À partir de ce quotient théorique, on va pouvoir calculer la répartition des sièges entre chaque collège. Vous prenez l'effectif de chaque collège, vous le divisez par votre quotient théorique et ça vous donne le nombre de sièges à répartir. Si on fait ça dans notre exemple, on a 3 sièges pour le premier collège et 2 sièges pour le second. Donc ça fait 5 sièges qu'on a répartis, sauf qu'il nous en faut 6. Que fait-on du dernier siège? Est-ce qu'on l'attribue au premier collège ou au second collège? C'est là qu'on va appliquer la méthode du plus fort reste. Concrètement, comment on fait? Vous reprenez votre quotient théorique, 25, vous le multipliez par le nombre de sièges que vous avez déjà attribués, donc pour le premier collège 3, ça vous donne un chiffre, ici 75, et ce chiffre, vous allez soustraire en fait de l'effectif du collège ce chiffre, et ça va vous donner ce qu'on appelle le plus fort reste. Donc pour le premier collège, quand on a fait ce calcul, ça donne 15, pour le second collège, ça donne 10, le plus fort reste, il est pour le premier collège, et donc c'est au premier collège qu'on va attribuer ce siège restant. Ça peut paraître un peu complexe dit comme ça, mais quand on se pose sur la formule de calcul, vous allez voir, c'est très simple. Et encore une fois, si vous le souhaitez, on vous communiquera le support de formation. Alors, enfin, dernière question, c'est la parité homme-femme. N'oubliez pas que votre protocole d'accord préélectoral doit prévoir la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège. Pourquoi? Parce que ensuite, au moment de l'établissement des listes de candidature, les syndicats vont devoir composer des listes de candidature avec un nombre de femmes et d'hommes qui correspond à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Et les listes de candidature doivent obligatoirement être composées d'un candidat de chaque sexe de façon alternative jusqu'à l'épuisement des candidats d'un des sexes. Alors, cette question de parité homme-femme, elle est toujours assez complexe à envisager. Donc, on vous a mis un cas pratique que je vous laisserai regarder attentivement, si vous le souhaitez, où vous avez donc des effectifs dans un collège. On vous montre donc la répartition proportionnelle des femmes et des hommes. On vous explique quelle est la formule de calcul pour savoir bien, combien on va avoir d'hommes et de femmes qui doivent être présents sur les listes de candidats, avec la répartition possible pour l'alternance des listes de candidature. Et on vous a mis 2 exemples à droite et à gauche de listes syndicales qui sont composées de façon irrégulière, en vous expliquant pourquoi et en vous donnant le risque ensuite de sanction si jamais il y a un contentieux. Alors, on a terminé sur les questions à se poser en amont. On va évoquer maintenant les avantages et inconvénients du vote électronique et du vote par correspondance. Et on va surtout s'attacher au vote électronique. Alors, le vote électronique, qui a le vent en poupe depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il facilite considérablement l'organisation des élections. Et donc, dans les entreprises multisites, dans les entreprises avec de nombreux salariés, ou si vous avez beaucoup de travailleurs à domicile, ce qui est souvent le cas maintenant depuis le Covid, c'est vrai que ça va vous simplifier les choses. Ça peut permettre également d'augmenter le taux de participation si tant est que vous avez une population de salariés qui a l'habitude d'utiliser l'informatique. Et puis, ça limite aussi l'impact des élections sur la productivité, puisque vous n'avez plus à bloquer quasiment tout le monde pendant toute une journée pour chaque tour. Néanmoins, il y a quand même aussi quelques inconvénients. Tout d'abord, ce n'est pas un inconvénient, mais il faut l'avoir en tête, le vote électronique, il doit être envisagé en amont de la négociation du PAP. Ce n'est pas au moment où vous avez invité vos syndicats à négocier le PAP qu'il faut se poser la question du vote électronique. C'est forcément un accord collectif qui va être préalable à la négociation du PAP, ou s'il n'y a pas d'accord collectif, une décision unilatérale. Donc ça s'anticipe. Ensuite, ça a un coût. Et on vous encourage vivement à faire jouer la concurrence et à demander plusieurs devis. Parce que les prestataires n'ont pas forcément le même système de tarification. Certains vont vous proposer des forfaits élevés et ensuite des options à des coûts moindres. Et d'autres vont facialement vous proposer un forfait qui a l'air intéressant, mais qui ensuite vont vous facturer des options qui sont en réalité des options obligatoires. Notamment, ça va être X euros par envoi de code d'identification à chaque salarié. Ce qui fait que si vous avez de nombreux salariés amenés à voter, ça peut faire exploser le coût du vote électronique. Donc, faites faire plusieurs devis, première chose.
Et si vous êtes, et là je m'adressais surtout aux petites entreprises, si vous n'êtes pas certain d'avoir des candidats aux élections, je vous encourage à tenter, je ne suis pas sûr qu'ils y feront droit, mais à tenter auprès des prestataires d'avoir 2 devis. Un devis pour le premier tour et un devis pour le second tour. Pourquoi? Parce que je vous le dis d'expérience, si vous recourez à un prestataire, que finalement vous avez une carence de candidats au premier tour, et de nouveau une carence de candidats au second tour, au final vous n'avez pas du tout utilisé la plateforme de vote électronique, ils ne vous feront pas de cadeau et ils ne vous feront pas de réduction du prix. Hein. Donc il y a tout intérêt à avoir 2 devis, comme ça si jamais vous n'avez pas de candidat, eh bien ça vous évite de devoir payer plein pot l'organisation du vote électronique. Et puis enfin, parmi les principaux inconvénients, notez également que ce n'est pas parce que vous recourez à un prestataire électronique que vous êtes exempt de toute responsabilité dans l'organisation du vote. Hein, ce n'est pas du tout le cas. On vous a mis avec Steven une jurisprudence de 2018 qui montre la sévérité des juges en la matière, où la Cour de cassation a considéré que les élections devaient être annulées parce qu'un électeur avait confié ses codes de vote à un collègue pour qu'il vote à sa place. Et la Cour de cassation a dit le vote par procuration, c'est pas possible, même si ça n'a pas faussé les résultats, parce qu'ils avaient vraisemblablement voté selon les instructions qu'ils avaient eues, c'est de nature à entraîner l'annulation des élections. Donc, en tant qu'employeur, vous avez une responsabilité qui est totale et donc il faut rappeler à tout le monde les règles en matière d'élection professionnelle, quand bien même vous avez recours au vote électronique. Voilà pour les principaux inconvénients. S'agissant du vote par correspondance, on va aller vite. Le vote par correspondance, il subit la concurrence du vote électronique. On en a de moins en moins recours. Parmi les avantages, on peut noter qu'on n'a plus besoin de justifier dans le PAP de circonstances exceptionnelles pour recourir au vote par correspondance, ce qui était le cas auparavant. Maintenant, le vote par correspondance, c'est plus difficile à mettre en place déjà en amont, parce qu'à la différence du vote électronique, vous ne pouvez pas le mettre en place par décision unilatérale. Il vous faudra obligatoirement un accord à la double majorité dans le PAP. Ça suppose ensuite une logistique importante, parce que le vote par correspondance, ça veut dire que vous allez envoyer un kit de vote à vos électeurs. Donc, il faut le prévoir dans le calendrier électoral. Il y a des délais qui vont venir se rajouter. Et puis, ça a un coût qui est aussi élevé, justement, par rapport à la préparation des kits de vote et à l'envoi par correspondance. Donc, voilà pour les principaux avantages et inconvénients. Je laisse la parole à Steven. Et encore une fois, continuez à poser vos questions puisqu'on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Merci Florian. Alors, on va continuer avec les étapes clés à respecter et les erreurs les plus fréquentes à éviter. Alors, bon, avec Florian, on a fait des focus. Vu le temps qui nous est imparti, on peut pas tout balayer sur des points qui nous paraissent importants. Concernant les étapes clés à respecter, le préalable, on vous l'a dit, et il ne faut pas l'oublier, c'est lorsque vous avez des délégués syndicaux dans l'entreprise, il faut engager loyalement une négociation sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. Donc ça, c'est obligatoire. Vous devez fixer d'abord votre cadre de mise en place et une fois que vous avez fixé ce cadre-là, vous pouvez enclencher votre processus électoral en tant que tel. La première étape, c'est d'informer votre personnel que des élections vont être organisées prochainement avec la date indicative du premier tour. Le premier tour, il doit intervenir au plus tard 90 jours après cette information. Parallèlement, vous devez inviter vos organisations syndicales de salariés intéressés à venir négocier le protocole d'accord préélectoral, sachant que la première réunion de négociation du protocole doit intervenir à minima 15 jours après l'invitation des organisations syndicales. Alors, je crois qu'il y a eu des questions par rapport à ça. L'invitation des organisations syndicales, elle doit se faire par courrier pour les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, dans l'établissement ou les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. En revanche, effectivement, il y a des organisations syndicales dont vous n'aurez pas forcément connaissance, qui ont pu d'ailleurs constituer des sections syndicales dans votre entreprise. Et le seul moyen d'être certain de pouvoir toucher ces organisations, c'est de faire une information par voie d'affichage. Donc, pensez effectivement à doubler tous les courriers aussi d'un affichage global dans vos locaux.
Ces délais que vous voyez là, ils doivent être articulés avec 2 autres délais lorsqu'on est dans le cadre d'un renouvellement de CSE. L'invitation des organisations syndicales à négocier le PAP, elle doit être envoyée au moins 2 mois avant l'expiration des mandats en cours. Par ailleurs, le premier tour des élections doit intervenir dans la quinzaine qui précède l'expiration des mandats des membres actuels du CSE. Donc voilà pour les observations que je voulais faire sur les grandes étapes. Ensuite, parmi les difficultés qui peuvent se présenter au cours du processus électoral, la première qu'on a pu identifier, c'est concernant les entreprises de moins de 20 salariés, donc entre 11 et 20 salariés. Vous le savez peut-être, il y a une particularité, c'est que le Code du travail prévoit que à partir du moment où vous avez informé votre personnel de l'organisation des élections, s'il n'y a pas de candidature qui est déposée au premier tour, eh bien l'employeur est dispensé d'inviter les organisations syndicales à venir négocier le protocole d'accord préélectoral. Il y a 2 interprétations de ce texte, qui est l'article L2314-5 . C'est première option, la position du ministère du Travail, c'est de dire que l'employeur est complètement dispensé de continuer le processus électoral, arrêter les élections et établir un procès-verbal de carence. Ça résulte du question-réponse du ministère, mais aussi des formulaires CERFA qui sont mis à disposition pour établir les procès-verbaux des élections. Il y a une case spécifique pour les entreprises de moins de 15 salariés. Ça, cette position, elle n'a pas de valeur légale. Donc, il y a une deuxième option, et c'est celle qu'on vous recommande de suivre, et c'est celle qui est partagée par la doctrine et qui s'appuie sur une décision du Conseil constitutionnel, c'est de dire que l'employeur est simplement allégé de formalités. Il est dispensé de négocier le PAP avec les OS. En revanche, il doit continuer le processus en fixant unilatéralement les règles des élections et donc permettre des candidatures libres au second tour pour éventuellement avoir la mise en place du CSE. Donc ça, c'était le premier point de vigilance. D'autres difficultés peuvent se présenter dans l'appréciation des conditions pour être électeur. Donc, au moment de l'établissement de votre liste électorale. Les conditions, je pense, pour être électeur, vous les connaissez toutes. C'est d'abord avoir la qualité de salarié, il y a des conditions d'âge et puis la condition d'ancienneté de 3 mois. Alors déjà, sur la condition de la qualité de salarié, on pourrait se demander qu'en est-il des salariés dont le contrat de travail est suspendu parce qu'ils sont en arrêt maladie ou parce qu'ils sont en congé parental d'éducation. Parfois, c'est des salariés qu'on n'a pas vus depuis 3 ans. Donc, tous ces salariés sont électeurs. Il ne faut pas les oublier. Il y a également le cas des salariés qui, parce qu'ils ont démissionné ou qu'ils ont été licenciés, sont en cours de préavis. Ces salariés, en principe, sont électeurs. Il y a une exception, c'est lorsque le salarié a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis et que l'employeur a fait droit à cette demande. Dans ces cas-là, pas besoin d'ajouter ce salarié dans votre liste électorale. Pareil, lorsque le salarié a plusieurs employeurs parce qu'il travaille à temps partiel et donc pour plusieurs employeurs, il est électeur dans chacune des entreprises. Autre difficulté aussi qu'on peut relever, c'est la situation des salariés mis à disposition. Vous savez que ces salariés peuvent être électeurs dans l'entreprise utilisatrice alors que ce n'est pas leur employeur. Ils doivent répondre à certaines conditions. Ils doivent être présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice au moment du premier tour des élections, puisque toutes les conditions pour être électeur sont appréciées au niveau du premier tour. Il faut se situer au premier tour pour les apprécier. La deuxième condition, c'est justifier d'une ancienneté d'au moins 12 mois continus dans l'entreprise utilisatrice. Et ensuite, la dernière, c'est avoir choisi de voter dans l'entreprise utilisatrice. Et ce droit d'option de voter dans l'entreprise utilisatrice ou dans leur entreprise d'origine, il s'apprécie ce droit lors du processus électoral de l'entreprise utilisatrice. Ce qui signifie que s'ils ont voté auparavant
dans leur entreprise d'origine, vous ne pouvez pas, vous, employeur de l'entreprise utilisatrice, considérer qu'ils ont déjà exercé ce droit d'option. Vous devrez à nouveau les interroger et s'ils veulent voter dans votre entreprise utilisatrice, vous devez leur permettre d'être électeurs. L'inverse, par contre, n'est pas vrai. S'ils ont fait le choix de voter dans l'entreprise utilisatrice, ils ne pourront plus voter dans leur entreprise d'origine. Vous, en tant qu'employeur, votre obligation, c'est d'interroger les entreprises prestataires qui mettent à disposition des salariés dans vos locaux. On peut imaginer l'entreprise qui s'occupe du nettoyage des locaux. Donc ça s'anticipe, puisque ça doit être fait avant l'établissement de votre liste électorale. Interrogez ces entreprises prestataires pour avoir la liste et les informations qui vous permettront de déterminer si ces salariés sont potentiellement électeurs dans votre entreprise et ensuite de les interroger pour qu'ils puissent exercer leur droit d'option. Donc ça, c'est la situation des salariés mis à disposition. Autre situation en tout cas, autre difficulté, puisque il y a eu un revirement de jurisprudence en la matière, c'est la situation des salariés qui, en raison de leur fonction ou des délégations de pouvoir qu'ils ont, sont assimilés à l'employeur. Les représentants de l'employeur étaient auparavant exclus du corps électoral. Ça, c'était une jurisprudence de la Cour de cassation qui a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que c'était contraire au principe de participation des travailleurs à leur détermination du travail, donc il y a valeur constitutionnelle. Désormais, ces salariés, et à compter du 31 octobre 2022, puisque la décision a été reportée dans le temps pour ne pas mettre en danger tous les protocoles d'accords préélectoraux qui avaient été établis sous l'ancien régime, on peut dire, à compter du 31 octobre 2022, ces salariés-là, maintenant, doivent être automatiquement comptés et apparaître dans la liste électorale. En revanche, ils ne sont pas éligibles. Ça demeure. Mais si vous organisez vos élections sur la base de modèles de protocoles d'accord préélectoral un peu anciens, il faudra bien veiller à modifier la clause qui est relative aux électeurs. Autre situation plus originale, mais une jurisprudence assez récente est intervenue, c'est le cas des salariés protégés qui auraient sollicité leur réintégration. Donc, vous le savez peut-être, c'est le cas des salariés protégés que vous avez licenciés sur la base d'une autorisation de l'administration, qui contestent devant les juridictions administratives ou par recours hiérarchique cette autorisation et obtiennent l'annulation de l'autorisation. Dans ces cas-là, le Code du travail leur permet de solliciter leur réintégration dans un délai de 2 mois à compter de la décision de l'annulation. S'ils formulent cette demande, ces salariés sont automatiquement électeurs éligibles aux prochaines élections. Donc, vous devez absolument leur permettre de participer au processus électoral, et le fait de refuser de les réintégrer et de les priver finalement de la possibilité d'être électeurs et éligibles aux élections, eh bien la Cour de cassation a estimé très récemment que c'était une irrégularité qui influençait nécessairement le résultat du scrutin et qui justifiait à elle seule l'annulation des élections. Donc le refus de réintégration d'un seul salarié peut mettre en danger tout votre processus électoral. Dernière, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Dernière slide concernant difficulté qui peut concerner l'appréciation de la condition d'ancienneté de 3 mois. Alors, ça paraît être du bon sens, mais si vous avez un salarié qui est muté d'un établissement à un autre, vous devez prendre en compte l'ancienneté globale au niveau de l'entreprise et non pas compartimentée en fonction de chacun des établissements. Si vous avez un salarié qui a été muté d'une filiale à une autre dans le cadre d'une mobilité intra-groupe, généralement les conventions de transfert de contrat de travail prévoient des reprises d'ancienneté. Là encore, vous devez apprécier la condition d'ancienneté en veillant à prendre en compte l'ancienneté acquise au sein de la filiale d'origine. En cas de transfert du contrat de travail L1224-1, il convient aussi de prendre en compte l'ancienneté acquise avant le transfert. Et pour les salariés qui seraient embauchés en CDI après des périodes d'intérim ou des CDD, ces périodes-là doivent être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté de 3 mois.
Alors, une fois que vous êtes passé entre toutes ces embûches et que votre processus électoral est un succès, eh bien, vient la première pierre à l'édifice, qui est l'organisation de votre première réunion du CSE. Alors, elle doit intervenir dans les 30 jours qui suivent la proclamation des résultats. Vous pouvez inviter seulement les titulaires ou bien les titulaires et les suppléants. Comme il n'y a pas encore de secrétaire, eh bien, c'est l'employeur lui-même qui va devoir se charger de la convocation et de l'ordre du jour. Donc, cette convocation doit avoir lieu 3 jours au moins avant la réunion. Et les 2 points principaux à l'ordre du jour, ça va être d'une part l'élection des membres du bureau du CSE, donc secrétaire adjoint, trésorier adjoint, et l'adoption du règlement intérieur du comité, étant précisé que ce règlement, il est obligatoire pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Donc voilà, on a terminé pour la présentation. On va passer aux questions. On va répondre à vos questions. Je précise que si vous avez besoin d'organiser vos élections, on propose avec Florian des kits d'organisation en fonction de l'effectif des entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Alors, Florian, peut-être la première question. Alors, plusieurs questions que je me suis notées. Est-ce qu'on peut avoir une répartition des établissements distincts en fonction des conventions collectives applicables? Oui, c'est tout à fait possible. Si vous avez au sein d'une entreprise des établissements qui obéissent à des conventions collectives différentes, ça peut être un indice d'une répartition par établissement distinct. Et d'ailleurs, dans l'exemple du client dont on vous parlait sur Villeneuve-la-Garenne, c'est le cas. Les salariés du personnel administratif n'ont pas la même convention collective que ceux qui sont sur la manutention. Maintenant, tout dépend comment vous reconnaissez vos établissements distincts. Est-ce que c'est par accord collectif, et dans ce cas-là, vous êtes libre de la définition à retenir, ou est-ce que c'est par décision unilatérale, et dans ce cas-là, vous serez aussi tenu par la répartition par rapport à l'autonomie du directeur du site en matière de gestion du personnel. Je me suis également noté une question sur est-ce que quelqu'un nous demandait, Steven, est-ce qu'on doit organiser des élections partielles lorsque l'on a des départs de suppléants? Non, les élections partielles ne concernent que les départs de titulaires. Titulaires, si vous avez un collège qui est plus représenté par les élus titulaires ou que vous avez votre nombre de titulaires qui est réduit de moitié ou plus, qu'il faut mettre en place les élections partielles. Et même en cas de départ de titulaire, l'appréciation pour les élections partielles de la condition réduite de moitié ou plus s'apprécie après mise en œuvre des règles de suppléance. Bien sûr. Voilà. Alors, je m'étais noté également, est-ce qu'on peut inviter les syndicats à négocier le PAP plus de 2 mois avant l'organisation des élections ou à la fin des mandats? C'est un délai qui n'est pas obligatoire. Vous pouvez anticiper, effectivement, le faire encore plus en amont. Si vous anticipez notamment que ça va être long, qu'il faudra prévoir plusieurs réunions de négociation, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il est possible de prévoir des établissements distincts dans les entreprises de moins de 50 salariés? Oui. Le Code du travail l'envisage que dans les entreprises d'au moins 50, mais de façon supralégale, c'est tout à fait possible d'avoir des établissements distincts dans les entreprises de moins de 50 salariés. Dans ces cas-là, on peut préciser peut-être que vous pouvez mettre en place par un accord conclu directement avec votre CSE à la majorité des titulaires ou par décision unilatérale. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Quelqu'un nous a demandé on nous a dit que les représentants de proximité avaient forcément les attributions en matière de santé et de sécurité. Alors, le Code du travail prévoit que lorsque vous négociez un accord sur la mise en place des représentants de proximité, qui encore une fois n'est pas du tout une obligation, dans cet accord, vous devez fixer les attributions des représentants de proximité, et le Code du travail nous dit notamment en matière de santé-sécurité. Mais les représentants de proximité
ne sont pas limités à ces attributions-là, et donc on peut envisager, par exemple, d'avoir des prérogatives en matière de gestion des ASC ou autre. Enfin, on peut tout envisager dans l'accord collectif. Autre question, est-ce qu'on est obligé d'avoir une C2SCT par entreprise? Non, tout va dépendre en fait de votre configuration. Alors déjà, ça va dépendre de vos effectifs. Si vous êtes à, par exemple, 1000 collaborateurs et que vous avez des établissements distincts qui ont plus de 300 salariés, de toute façon, vous aurez l'obligation d'avoir une C2SCT par établissement distinct d'au moins 300 salariés. Et indépendamment de ces conditions d'effectifs, vous pouvez tout à fait avoir une C2SCT au niveau du CSE central et ensuite des C2SCT au niveau des établissements distincts. D'ailleurs, dans les grandes entreprises, c'est bien souvent le schéma que l'on va retrouver. Est-ce que tu avais noté d'autres questions, Steven ? Alors, j'avais noté une question sur l'appréciation du seuil de déclenchement pour l'organisation pour la mise en place du CSE. Devons-nous proratiser si un salarié arrive en cours d'année? La réponse est oui. Il faut proratiser en fonction de la durée de présence. Il y a d'ailleurs une autre personne qui nous avait demandé, effectivement, j'ai 11 salariés au 28 février 2023, à quelle date devrais-je organiser mes élections? Eh bien, si vous venez d'atteindre le seuil de 11 salariés au 28 février 2023, eh bien, on va attendre jusqu'au 28 février 2024 de savoir si pendant les 12 mois qui se sont écoulés, vous êtes resté à au moins 11 salariés. Et si c'est le cas, eh bien, dans ce cas-là, votre obligation d'organiser les élections sera déclenchée à compter du mois de mars 2025. J'avais également une question, oui, sur est-ce qu'on est obligé d'informer les salariés par voie d'affichage de l'organisation des élections? Alors, effectivement, ça, c'est une question intéressante parce que on a eu le cas, il y a quelque temps, d'une entreprise qui intervient, vous savez, sur les corners, dans les centres commerciaux pour la réparation de téléphones. Et la problématique, c'est que c'était impossible de faire un affichage sur l'organisation des élections parce qu'il n'y a pas de mur, concrètement, pour faire cet affichage. Et le client voulait se limiter à un affichage au siège social, sauf que la difficulté, c'est qu'en fait, les salariés qui sont sur les corners ne vont jamais au siège. Vous avez une obligation aussi de loyauté et de sincérité dans l'organisation des élections. Donc, si l'affichage ne permet pas objectivement d'informer, de toucher l'ensemble des salariés, on vous conseille vivement de prévoir un autre mode d'information, que ce soit l'envoi d'un courrier, que ce soit l'envoi d'un mail avec accusé de réception, mais de ne pas vous limiter dans ce cas-là à l'affichage dans l'entreprise si vous savez pertinemment que la plupart des salariés n'y auront pas accès. Autre question, pour le vote électronique, qui choisit le prestataire? En fait, c'est vous qui allez choisir, vous, entreprise, le prestataire. Vous allez avoir votre accord collectif ou votre décision unilatérale qui va organiser le recours au vote électronique, et puis vous allez déterminer le prestataire qui va s'occuper du vote. Donc là, vous avez tout un tas de prestataires qui sont sur le marché, et donc je vous invite encore une fois grandement à les mettre en concurrence. Si les élections ont lieu durant les vacances d'été, le nombre de participations sera moindre. Peut-on décaler les élections? En fait, les élections, quand vous allez prévoir votre calendrier électoral, effectivement, il vaut mieux l'organiser de façon à ce que vous ayez le plus de participation possible. Donc, dans ce cas-là, ça s'anticipe, et de faire en sorte que les élections ne tombent pas pile pendant les congés. Alors, par contre, si on est sur un renouvellement, il y a aussi la problématique de l'organisation du premier tour dans la quinzaine qui précède l'expiration des mandats. Mais c'est effectivement un point à anticiper. Alors après, peut-être prévoir dans ce cas-là aussi, pourquoi pas, le vote électronique, et voir aussi les plages horaires, les jours. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un premier tour qui a lieu que sur une journée. C'est ce qu'on voit régulièrement.
mais vous pouvez aussi avoir des premiers tours qui vont être sur des plages beaucoup plus importantes pour faciliter le vote des collaborateurs. Ce qui pourrait être envisagé aussi, c'est une prorogation limitée des mandats pour pouvoir justement passer cette période estivale. De quelques jours, éventuellement, dans le protocole d'accord préélectoral, un accord unanime, dans ce cas-là, des syndicats. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais il y a des questions qui étaient un peu trop remontées dans le chat, pour lesquelles on est passé à côté, eh bien, on va les récupérer à la fin de ce webinaire pour y répondre. Donc, merci beaucoup de votre participation. Encore une fois, si vous souhaitez du support de formation, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@voxius-avocat.com. Ça nous permettra également de vous envoyer potentiellement la réponse à une question qui n'aurait pas été vue. Et puis, comme on vous le disait en début de webinaire, on vous propose de se retrouver le 14 mars de 13h45 à 14h15 pour parler cette fois-ci de l'actualité juridique des derniers jours en droit social. Merci à tous. Très bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.